Oui, professeur. D'accord, donc on peut commencer. Oui. OK. Alors, bonjour tout le monde. Et voilà, on va continuer l'enseignement à distance et pour votre rotation, la dernière rotation de l'année 2020. Donc, le premier cours de néonatologie, c'est les ictères du nouveau-né. Finalement, c'est une conduite à tenir devant un enfant ictérique. Bien sûr, on va commencer par des définitions. C'est quoi l'ictère? L'ictère, c'est une coloration jaune des téguments et des muqueuses. Et la peau, elle commence à prendre cette coloration dès que le taux de bilirubine est élevé dans le sang. À peu près, on commence à avoir cette coloration à partir de 40 mg par litre de bilirubine. Alors, il faut retenir certaines définitions parce qu'elles sont très, très importantes. Parce qu'on peut avoir un ictère sans que ce soit pathologique, sauf lorsque l'ictère il est précoce, ça veut dire qu'il apparaît dans les 24 premières heures. Un ictère précoce est toujours un ictère pathologique. Un ictère tardif, c'est un ictère qui apparaît après le 7e jour de vie. Un ictère prolongé, lorsque l'ictère se prolonge au-delà de 14 jours. Un ictère est dit grave lorsque le taux de bilirubine direct dépasse le taux de 200 mg par litre. Et il faut également retenir cette définition d'ictère nucléaire ou encéphalopathie hyperbilirubinique. C'est une complication redoutable avec des signes qui persistent durant toute la vie et qui entraînent un handicap neuromoteur. Alors, pourquoi on étudie les ictères chez les nouveau-nés? Premièrement, c'est une pathologie ou bien c'est un symptôme qui est assez fréquent à la naissance. 30%, pratiquement 30% des nouveau-nés vont présenter un petit ictère les premiers jours de vie. Alors, l'ictère, il est dit physiologique lorsqu'il apparaît après le 3e jour de vie et il doit disparaître avant 14 jours. Donc, c'est un ictère dit physiologique. On va faire un petit rappel donc physiopathologique de l'ictère. Alors, on a dit que l'ictère, c'est dû à l'augmentation du taux de bilirubine dans le sang. Alors, d'où est-ce qu'elle vient cette bilirubine? La bilirubine, donc, elle provient de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, vous savez très bien qu'il y a un cycle de vie, donc, de l'hématie. Donc, c'est le principal tégument, donc, plutôt pigment au niveau des globules rouges, c'est ce qui colore finalement les hématies. Alors, et c'est un transporteur d'oxygène, c'est le premier rôle de l'hémoglobine. Alors, vous savez très bien que la durée de vie de l'hématie, c'est 120 jours, à moyenne de 120 jours. Alors, cependant, dans certaines situations, cette durée de demi-vie va être raccourcie, surtout chez les nouveau-nés et particulièrement chez les prématurés. Alors, en fin de cycle de vie de l'hématie va être détruit, bien sûr, dans le système réticulo-endothélial ou bien réticulo-étiocytaire, et l'hémoglobine elle va être récupérée sous forme d'hème et de globine. L'hémoglobine est constituée de deux constituants, l'hème et la globine. Alors, sous l'action d'une enzyme qui est l'hémoxydase, on va obtenir la biliverdine. Donc, cette biliverdine, ce qui est précurseur de la bilirubine, sous l'action d'une deuxième enzyme qui est la biliverdine réductase, on va avoir la bilirubine libre qui n'est pas hydrosoluble, elle est liposoluble. Alors, cette bilirubine libre, donc, pour pouvoir circuler dans le sang, il faut qu'elle soit liée à l'albumine. C'est le principal transport de cette bilirubine. Donc, jusqu'au niveau de l'hépatocyte, donc de la cellule hépatique. Alors, une fois au niveau de la circulation et près de l'hépatocyte du foie, donc cette bilirubine donc, va se scinder, plutôt va se dissocier de l'albumine. Elle va être prise en charge par les protéines porteuses ou transporteuses. Ce sont les ligandines X et Y, les ligandines. Alors, ces protéines vont présenter cette bilirubine qui n'est pas conjuguée. Ils vont la présenter au niveau des cellules épithélioires, l'hépatocyte. Et sous l'action de l'acide glucuronique, cette bilirubine va être conjuguée. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la bilirubine directe. Cette bilirubine directe qui est conjuguée est hydrosoluble, donc elle est éliminée dans les muqueuses.
Alors, une partie de cette bilirubine directe va passer dans le tube digestif, donc, et ça donne ce qu'on appelle la stercobiline. Cette stercobiline va colorer, donner cette coloration jaunâtre au sel. Au niveau des urines, donc, la bilirubine directe va passer sous forme d'urobiline, et ce qui va donner une coloration jaunâtre des urines également. Une partie de cette bilirubine va être récupérée dans le sang, voilà, et c'est un cercle donc fermé pratiquement. On a dit que la bilirubine non conjuguée, qui est libre, est une bilirubine qui n'est pas hydrosoluble, elle est liposoluble. Donc, d'où sa dangerosité. Donc, cette bilirubine qui est liposoluble va avoir une affinité vers tous les tissus qui sont riches en graisse. Et le principal tissu qui est organe qui est riche en graisse ou en lipides, c'est le cerveau. Alors, c'est pourquoi on dit l'ictère, il y a toujours un ictère, donc possibilité d'ictère nucléaire, dès que le taux de bilirubine non conjugué dépasse les 200 mg par litre de sang. Voilà à peu près le schéma de la dégradation de l'hémoglobine en bilirubine. Alors, quels sont les facteurs donc, vous avez vu, donc il y a plusieurs étapes dans le métabolisme de la bilirubine. Voilà. Il y a le transport donc, de cette bilirubine, il y a le syndal donc, de cette bilirubine, il y a la conjugaison au niveau du foie et il y a l'excrétion en dehors du foie. Donc, à chacune des étapes, il va y avoir un nombre de pathologies donc, par défaut de l'un des processus déjà cités. Alors, quels sont les facteurs donc, qui peuvent intervenir dans le métabolisme de la bilirubine? Vous savez, l'albumine. On a vu que l'albumine est le principal transporteur de cette bilirubine. Alors, chez les prématurés et les petits poids de naissance, on a souvent un taux d'albumine qui est bas. C'est pourquoi cette population, les prématurés et les petits poids de naissance, est une population à risque d'avoir un ictère. L'acidose également, les situations où il y a une acidose métabolique. Donc, en milieu acide, il va y avoir une diminution de la liaison bilirubine-albumine. C'est ce qui fait que dans une situation d'acidose, il y a toujours un risque d'ictère nucléaire. Alors, l'hypoxémie ou bien l'hypoxie, cette hypoxie va augmenter la perméabilité de la barrière hématoméningée et va donc rendre facile le passage de la bilirubine qui est liposoluble vers le cerveau. L'augmentation du taux des acides gras libres, donc vous savez, les acides gras libres donc, vont entrer en compétition avec l'albumine pour se lier à la bilirubine. Donc, l'hypoglycémie, le glucose est une molécule qui est nécessaire pour la glucuroconjugaison. Et donc, dès qu'il y a une hypoglycémie, il y aura toujours donc, une situation à risque d'un défaut de glucuroconjugaison. Alors, le jeûne prolongé, donc ça augmente, bien sûr, il y a toujours, pendant le jeûne, la période de jeûne, plus de 8 heures à 12 heures, il y a toujours un risque d'hypoglycémie et d'augmentation des acides gras libres dans le sang. Il y a l'hypothermie également et les infections. Tous ces facteurs-là peuvent interférer dans le métabolisme de la bilirubine. Alors, vous savez, l'intérêt de la question, on avait dit que pour l'intérêt de la question, on étudie l'ictère parce que c'est une situation assez fréquente en néonatologie et parce que c'est une situation qui doit faire poser 2 ou 3 questions essentielles et vitales. Quand un ictère apparaît, la première des choses, la première des questions, c'est que est-ce que c'est un ictère normal ou pathologique? Alors, la deuxième des choses, est-ce qu'il y a risque d'ictère nucléaire? Et la troisième des choses, quelle est l'étiologie de cet ictère? Parce que certaines situations sont prévisibles et on peut bien sûr anticiper la prise en charge et éviter les complications. Donc, c'est pourquoi devant un ictère, il faut toujours se poser ces questions. Alors, est-ce que c'est un ictère pathologique premièrement? Est-ce que c'est un ictère qui peut être grave, l'ictère nucléaire? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une cholestase? Parce qu'on va voir certains types de cholestase nécessitent une intervention en urgence
Si l'on diffère cette intervention chirurgicale, il peut s'installer par la suite une fibrose hépatique et la cirrhose et l'insuffisance hépatocellulaire qui est incompatible avec la vie. Alors, devant un enfant ictérique, devant un nouveau-né qui présente un ictère, donc, premièrement, c'est l'anamnèse. On va interroger l'entourage, les médecins, la maman, etc. L'âge du nouveau-né. Donc, c'est pour étudier l'apparition de l'ictère par rapport à l'âge du nouveau-né. Et on avait dit que tout ictère qui apparaît dans les 24 premières heures est un ictère pathologique. Il ne peut pas être physiologique. Donc, un ictère précoce est un ictère pathologique. Le poids de naissance est l'âge gestationnel. Et là, c'est pour étudier est-ce que c'est un ictère à risque ou pas. On avait dit que les petits poids de naissance et les prématurés sont un groupe, constituent un groupe à risque d'apparition d'un ictère. Alors, l'anamnèse familiale, donc on va voir quelle est finalement la place de l'enfant dans sa fratrie. Est-ce qu'il y a eu des décès dans la fratrie par ictère? Est-ce qu'il y a eu des frères ou bien des sœurs qui ont présenté un ictère à la naissance? Et est-ce qu'il y a une histoire d'anémie dans la famille, hein? Est-ce qu'il y a eu des nouveau-nés qui ont présenté une anémie? Est-ce qu'il y a eu des nouveau-nés qui ont nécessité une transfusion, etc. Et on n'oublie jamais de demander quel est le groupage de la maman et du père. Ça, c'est important pour s'orienter vers les différentes étiologies. Alors, à l'examen clinique, c'est la deuxième étape. Donc, il doit être un peu rapide et sommaire. Donc, on ne va pas prendre des heures pour faire cet examen clinique. Donc, apprécier l'importance ou bien l'intensité de l'ictère. Et maintenant, on peut s'aider d'un Billy check. Billy check, c'est un appareil infrarouge qui va apprécier, donc, d'une manière semi-quantitative, donc le taux de bilirubine. Donc, ça va virer vers une coloration qui nous indique qu'il y a un ictère qui est potentiellement grave ou pas. Donc, on apprécie également la coloration des téguments. Est-ce qu'il y a une pâleur ou pas? Donc, un ictère et une pâleur, ça vous oriente vers une hémolyse. Alors, on va voir le volume de l'abdomen, parce qu'un abdomen distendu ou bien augmenté, donc, va orienter vers l'éventualité d'une hépatomégalie ou bien d'une splénomégalie. Parce qu'un ictère plus pâleur plus splénomégalie, ça veut dire que c'est une hémolyse, ça vous oriente vers l'étiologie. On va rechercher des collections étendues, des hématomes, une bosse sérosanguine ou bien un céphalématome, donc qui nous oriente vers l'origine de l'ictère par la suite. Je vous ai dit que devant un ictère, il faut toujours rechercher l'éventualité d'une cholestase, ça veut dire un défaut d'élimination ou d'excrétion de la bilirubine. Donc, c'est pourquoi on doit apprécier l'aspect des selles. Est-ce que ce sont des selles qui sont colorées normalement ou bien des selles qui sont blanches décolorées? Alors, l'examen neurologique, il est très, très important. Donc, ça, c'est pour voir est-ce que l'enfant commence déjà à avoir une souffrance neurologique, c'est-à-dire les stigmates d'un ictère nucléaire. On va également rechercher les signes d'un sepsis, d'une infection. Donc, quand vous avez un enfant qui a un ictère plus d'autres signes orientant vers l'infection, donc l'étiologie de l'ictère, là, elle devient évidente. Alors, les examens complémentaires à demander, il ne faut pas perdre du temps. Donc, les examens qui sont indispensables, premièrement, le taux de bilirubine. Et quand on dose la bilirubine, il faut voir la bilirubine totale, la bilirubine indirecte, c'est-à-dire conjuguée et non conjuguée. Parce que c'est important. Alors, l'hémogramme, donc une FNS, numération de formule sanguine pour voir ce qui est associé, donc une anémie importante qui vous oriente vers l'hémolyse, ou bien un défaut de plaquettes qui vous oriente vers l'hémorragie, etc. Le groupage sanguin du bébé, le groupage sanguin de la maman, ça c'est important. Et puis on fait un test de Coombs direct. Ça veut dire quoi? Peut-être Coombs direct, vous allez le voir en cinquième année. Donc si vous avez déjà fait l'hémato, ça veut dire que vous connaissez déjà le principe de ce test. Donc on va rechercher des agglutinés ou bien des anticorps. Donc voilà.
Alors, chez la maman, on demande bien sûr le groupage et on recherche les agglutinines irrégulières. Est-ce que la maman a des anticorps donc, dans son sang? Alors, les résultats de l'enquête étiologique. Donc, pour faciliter la compréhension et la démarche diagnostique, on va distinguer les ictères à bilirubine non conjugués, les ictères à bilirubine conjugués, et dans les ictères à bilirubine non conjugués, on va voir les ictères d'origine hémolytique et les ictères d'origine non hémolytique. Alors, premièrement, pour les ictères d'origine hémolytique, donc l'hémolyse, donc on la soupçonne devant l'association du triade ictère pâleur plus splénomégalie. Donc, c'est une hémolyse jusqu'à preuve du contraire. Et là, on va distinguer les hémolyses donc, par incompatibilité materno-fœtale. Donc, il y a l'incompatibilité materno-fœtale ou bien fœtomaternelle dans le système du groupe ABO. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la maman, elle est du groupe O, donc elle ne porte pas l'antigène ni A ni B, et l'enfant est du groupe A ou B. L'incompatibilité phytomaternelle dans le système Rhésus ou dans le système D, donc la maman est Rhésus négatif, elle ne porte pas l'antigène D, et l'enfant est Rhésus positif. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait incompatibilité phytomaternelle? Ça veut dire que cette maman qui ne porte pas l'antigène, donc elle ne produit pas d'anticorps, tout à fait normal. Alors, dès qu'il y a un contact entre le sang de l'enfant, du fœtus, que ce soit dans le système Rhésus ou bien dans le système ABO, le système immunitaire de la maman va reconnaître ces antigènes comme étant des corps étrangers. Et donc, il va y avoir une mémorisation du système immunitaire. Donc, de cet antigène, il va être reconnu comme étant extraterrestre, extra du corps. Et puis, il va y avoir une production d'anticorps dirigés contre cet antigène. Alors, ces anticorps-là, le problème, c'est qu'ils peuvent traverser la barrière donc placentaire. Et lors d'un deuxième contact, lors d'une deuxième grossesse, ces anticorps qui sont déjà présents en petite quantité chez la maman, lors d'une deuxième grossesse, il va y avoir une hypersensibilisation et hyperproduction de ces anticorps-là, qui vont passer dans la barrière placentaire et vont prendre, ou bien ils vont attaquer les antigènes d'origine fœtale, que ce soit le A ou le B du groupe ABO, ou bien le D dans le système Rhésus. Et donc, il va y avoir un conflit antigène-anticorps et par la suite, il va y avoir une hémolyse. C'est ça le principe de l'incompatibilité fœtomaternelle. Il peut y avoir une incompatibilité également dans les autres sous-groupes. Le sous-groupe C, le KEL et le DUFU. Alors, ça, c'est pour les incompatibilités fœtomaternelles qui entraînent une hémolyse immunologique. On peut avoir une hémolyse non immunologique sans qu'il y ait un conflit antigène-anticorps. Ce sont les anémies hémolytiques constitutionnelles chez le fœtus. Alors, on peut avoir des anomalies de membrane telles que la microsphérocytose, la plus importante, ou bien les déficits en enzymes du globule rouge, tels que le déficit en G6PD, qui est le déficit le plus fréquent, ou bien le déficit en pyruvate kinase. Alors, les infections ou bien les sepsis cellulaires peuvent également entraîner des hémolyses par différents mécanismes. On peut avoir également les céphalématomes, les bosses sérosanguines, ou bien les gros hématomes, qui par la suite, il va y avoir une résorption de ces collections-là, récupération de la bilirubine qui va encore passer dans le sang et entraîner un ictère. Donc, on a fini avec les ictères d'origine hémolytique. On est toujours dans les ictères à bilirubine non conjugués, ça veut dire hyperproduction de bilirubine. Parce que pour qu'il y ait un ictère, il faut qu'il y ait un déficit ou bien un défaut dans l'une des étapes du métabolisme de la bilirubine. On revient à la première plaque. Soit c'est une hyperproduction d'origine hémolytique ou non hémolytique, soit c'est un défaut de glucuroconjugaison,
soit c'est un défaut d'élimination ou bien ce qu'on appelle les cholestases, la stase de la bilirubine dans le foie. Alors, pour les ictères non hémolytiques, on a parlé de l'ictère physiologique, ça veut dire que c'est un ictère qui est nu, une coloration des téguments et des muqueuses, et sans qu'il y ait un autre signe pathologique. Et généralement, c'est entre le 3e et le 10e jour de vie. Alors, l'ictère par immaturité hépatique, dans certaines situations, le foie ne fonctionne pas à 100%. Et c'est notamment chez les grands prématurés et les prématurés tout simplement. Donc, le foie ne possède pas d'équipement enzymatique nécessaire à la conjugaison de toute la quantité de bilirubine qui est produite. Nous avons un défaut de conjugaison par déficit en glucoconjugaison, donc en enzyme, et donc c'est ce qu'on appelle la maladie de Crigler-Najjar. Dans la maladie de Crigler-Najjar, il y a deux types. Il y a un type où le déficit enzymatique il est partiel. Donc, il y a toujours une petite portion de fonction de cette enzyme qui est de glucoconjugaison. Et c'est un ictère qui est sensible au phénobarbital. On fait un test, on va administrer du gardénal, du phénobarbital au nouveau-né, et on va voir diminuer cet ictère-là. Donc, c'est le type 1. Le type 2, il y a un déficit complet en enzyme de glucoconjugaison. Et quand vous donnez le phénobarbital ou le gardénal, il n'y a aucune action, plutôt aucune réaction, et l'ictère, il demeure là. Alors, ces enfants-là, comment on va les traiter? C'est par une photothérapie en continu. Alors, il y a ce qu'on appelle l'ictère au lait de femme. Alors, certains bébés, donc vers le 3e jour, ils vont présenter un ictère. Et cet ictère-là, au lieu de disparaître vers le 10e, 14e jour, il va persister au-delà de 14 jours. C'est un ictère prolongé. Alors, en fait, en dehors de l'ictère, ces enfants-là ne présentent aucune pathologie, aucune symptomatologie. Et l'explication de cet ictère, c'est que certaines femmes, dans leur lait, il y a un taux d'acide gras libre qui est important. Et on a vu que lors du métabolisme de la bilirubine, on a vu que les acides gras libres entrent en compétition avec l'albumine, avec la bilirubine. Donc, il y aura l'apparition de l'ictère. Au lieu que l'albumine se lie à la bilirubine pour l'emmener vers le foie et par la suite la glucoconjugaison, ces acides gras libres vont se lier à la bilirubine, et cette bilirubine ne sera pas finalement hydrolysée par la suite. Il y a l'hypothyroïdie également qui peut entraîner un ictère, donc non hémolytique, donc, et par les différents mécanismes qu'on a déjà cités. Hein. L'hypothyroïdie, elle entraîne l'hypothermie. L'hypothyroïdie, il y a un risque de l'hypoglycémie. Dans l'hypothyroïdie, il y a la diminution des fonctions de tous les organes. Alors, les sténoses du tube digestif également peuvent entraîner l'apparition des ictères. Donc, parce qu'il va y avoir donc, cette bilirubine qui normalement passe dans le tube digestif et sera éliminée dans les urines et dans les selles, elle va finalement séjourner assez longtemps dans le tube digestif du fait de ce défaut d'évacuation des matières fécales et elle va être recyclée, donc récupérée dans le sang, ce qui fait augmenter le taux de bilirubine et l'apparition de l'ictère. Là, on a fait un peu le tour de toutes les étiologies des ictères à bilirubine non conjuguée. Alors, comment traiter cette bilirubine non conjuguée, cette hyperbilirubinémie non conjuguée? On a dit le risque de l'hyperbilirubinémie non conjuguée, de l'ictère à bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine n'est pas hydrosoluble, elle est liposoluble. Donc, il y a toujours un risque d'ictère nucléaire. Et c'est pourquoi tout ictère à bilirubine non conjuguée doit être traité rapidement. Alors, donc les principes, donc il y a un mode de traitement qui est pratiquement naturel, c'est la photothérapie. C'est-à-dire le traitement par la lumière. C'est ça, si vous décomposez le mot, c'est photo, c'est la lumière, et thérapie, c'est traitement. Alors, c'est un outil très performant pour le traitement des ictères à bilirubine non conjuguée. Alors, le principe, c'est quoi? La bilirubine non conjuguée qui est hydrophobe, donc qui n'est pas soluble dans l'eau. Donc, au niveau de la peau, la surface cutanée, quand on expose cette bilirubine à la lumière,
les molécules vont être déstabilisées et elles vont devenir hydrosolubles par la suite. Donc, cette bilirubine qui était hydrophobe va être hydrophile, donc éliminée dans les humeurs. Alors, on distingue trois types de photothérapie. La photothérapie intensive, c'est-à-dire toute la surface corporelle, cutanée du nouveau-né est exposée à un certain type de lumière bleue. Donc, cette lumière va déstabiliser les molécules de bilirubine hydrophobe et être éliminé dans les humeurs, dans les selles, dans les urines, etc. Alors, il y a la photothérapie non intensive, conventionnelle, donc c'est-à-dire l'enfant est sur son lit et on va l'exposer à une source de lumière. Donc, et puis il y a la semi-intensive. Alors, les indications de faire cette tout ictère à bilirubine non conjuguée peut bénéficier de cette photothérapie. Alors, donc, c'est le premier outil de traitement, la photothérapie. Alors, il y a le deuxième outil de traitement, il y a l'exsanguinotransfusion. C'est quoi l'exsanguinotransfusion? Donc, vu que le sang de cet enfant est très riche en bilirubine non conjuguée, donc on va le changer, c'est ça, exsanguino. On va changer le sang de cet enfant par un autre sang qui ne contient pas de bilirubine, premièrement, et qui ne contient pas donc d'anticorps, donc qui sont dirigés contre ces antigènes à lui, qui sont du sol. Donc c'est ça, c'est changer le sang à notre sang. Voilà. Alors, il faut toujours savoir que toutefois qu'il y ait une indication à l'exsanguinotransfusion, il faut d'abord commencer par une photothérapie. Premièrement, on doit également optimiser la liaison albumine-bilirubine, donc on donne de l'albumine, transfusion d'albumine. On commence souvent comme ça, on donne de l'albumine, on fait une photothérapie et par la suite on procède à l'exsanguinotransfusion. Il faut savoir que le sang utilisé dans l'exsanguinotransfusion, donc c'est toujours un sang rhésus négatif, d'accord? On préfère un sang qui ne contient pas d'antigène, donc c'est du O, ou bien le même sang que le groupe de l'enfant, mais rhésus négatif. Alors, la quantité de sang à donner, on va donner 2 à 3 fois la masse sanguine de l'enfant. Quand on calcule la masse sanguine de l'enfant, la masse sanguine de l'enfant est égale à 80 cc fois le poids de l'enfant. Et donc, pour changer complètement le sang, on doit faire 2 à 3 fois la masse sanguine. Donc, c'est 3, par exemple, fois 80 fois le poids de l'enfant. C'est ça l'exsanguinotransfusion. Ça, c'est la quantité de sang à donner. Alors maintenant, il y a les indications du traitement, du type de traitement. Est-ce qu'on fait seulement de l'albumine? Est-ce qu'on fait de la photothérapie? Est-ce qu'on fait de l'exsanguinotransfusion? Ça, c'est en fonction du tableau clinique et des facteurs de risque de l'ictère nucléaire. Alors, on a ici un tableau indicatif. Généralement, ce sont les courbes donc, établies par l'association ou bien la Société américaine ou bien l'Académie américaine de pédiatrie. Et là, vous voyez, ça, c'est l'âge de l'enfant. Vous voyez l'âge de l'enfant, le premier jour, les 48 premières heures, par la suite, au-delà de 2 jours. Et là, c'est le taux de bilirubine libre. Bilirubine libre, ça veut dire bilirubine non conjuguée. Et vous voyez, par exemple, au premier jour, un enfant qui vient de naître, on est dans le premier jour. Donc, si le taux de bilirubine est inférieur à 50 mg par litre, on ne fait rien, c'est l'observation. En tout cas, inférieur à 50 mg par litre, on ne fait rien, quel que soit l'âge de l'enfant. Entre 50 et 90 mg par litre, alors, le premier jour, on va faire juste une photothérapie s'il y a une hémolyse. Alors, au-delà de 24 heures, on ne fait que l'observation. Alors, entre 100 et 140 mg par litre, dans le premier jour, on fait une exsanguinotransfusion
si l'étiologie de l'ictère est une hémolyse. Et on va continuer par la suite, après l'exsanguinotransfusion, par la photothérapie. Alors, lorsque le taux de bilirubine il dépasse les 180, là, il y a toujours un risque d'ictère nucléaire. On fait rapidement une exsanguinotransfusion le premier et le deuxième jour et on voit en fonction de l'évolution du taux de cette bilirubine non conjuguée. Alors, avec ce tableau-là, on va étudier les autres facteurs de risque. Vous voyez que le tableau, il n'utilise que le taux de bilirubine. Alors, mais il y a d'autres facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque? En plus du taux de bilirubine, vous avez la notion d'asphyxie périnatale, c'est-à-dire la souffrance. S'il y a un syndrome de détresse respiratoire, en situation d'acidose métabolique, quand il y a une hypothermie inférieure à 35, quand il y a une hypoprotidémie, donc une hypoalbuminémie, quand il y a un petit poids de naissance, le petit poids de naissance est défini par un poids inférieur à 2,5 kg chez le nouveau-né. Lorsqu'il y a des signes neurologiques suspects, donc, on va, donc, à chaque fois qu'il y a cette situation, par exemple, même si ici, on a juste 90 mg par litre, vous voyez, on fait une photothérapie ici et on dit, si on a 90 mg par litre, en plus, il y a une acidose métabolique ou bien des signes neurologiques défaillants, on fait la catégorie supérieure, ça veut dire qu'on passe à l'exsanguinotransfusion. Je crois que c'est assez simple. Voilà, donc on avait dit qu'on commence toujours par une photothérapie, une exsanguino, et on continue par une photothérapie après l'exsanguinotransfusion. En plus de ça, une exsanguinotransfusion est décidée d'emblée lors de surveillance de votre enfant. Vous voyez que le taux de bilirubine non conjugué, il augmente de 10 mg par litre chaque heure. Par exemple, vous avez fait un premier prélèvement, l'enfant était à 60. Une heure après, vous faites votre prélèvement, vous le trouvez à 75 ou bien à 70 mg par litre. Ça veut dire que le taux il a augmenté de plus de 10 mg par litre par heure plus tôt. Là, il y a indication de l'exsanguinotransfusion parce que ça indique qu'il y a un processus d'hémolyse qui est actif. Voilà. Alors, le traitement étiologique, bien sûr, il est important. Ce qu'on venait de voir, c'était un traitement symptomatique, on traitait l'ictère. Mais si vous ne traitez pas l'étiologie, donc la cause de cet ictère, donc l'ictère va être continu. Voilà. Alors, le traitement préventif, il est important. Il est primordial. Certaines situations, on a vu, dans l'interrogatoire, il faut toujours demander le groupage de l'enfant, le groupage de la maman. Est-ce qu'il y a eu un décès dans la fratrie par ictère? Est-ce qu'il y a eu des transfusions dans la période néonatale précoce, etc. Donc, des situations qui nous orientent vers une incompatibilité réduite. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir l'apparition d'un ictère chez un nouveau-né? Donc, chez toute femme qui est rhésus négative. Donc, rhésus négatif, la maman rhésus négative. Donc, si elle a épousé donc un homme qui est rhésus négatif, donc dans la filiation, dans la progéniture, il n'y aura aucun risque. Négatif, négatif, il n'y aura donc aucun risque. Alors, si elle a épousé un homme qui est rhésus positif, donc dès qu'elle tombe enceinte, rhésus négatif, rhésus positif, donc il y a toujours possibilité de passage des antigènes rhésus vers le sang maternel, ils vont être reconnus comme corps étranger et il y aura production d'anticorps anti-rhésus chez la maman. Le problème, c'est que ces anticorps vont passer le placenta. Et une fois passer dans le sang fœtal, et il y aura risque de conflit antigène-anticorps chez le fœtus. Et donc, une hémolyse chez le fœtus. Donc, vers le 5e mois de grossesse de cette femme-là, on va rechercher les antigènes, les agglutinines irrégulières. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si ces agglutinines irrégulières sont négatives, voilà. Donc, recherche des agglutinines irrégulières vers le 5e mois de grossesse. Alors, si c'est négatif, donc, s'il y a un avortement
ou un mort-né, il faut faire l'injection d'immunoglobulines anti-D. Ça veut dire qu'il faut masquer donc les antigènes d'origine maternelle, donc les antigènes D, rhésus, pour qu'il n'y ait pas production d'anticorps. D'accord? Parce qu'il y a toujours possibilité de passage d'antigènes d'origine paternelle, donc par le fœtus, vers le sang maternel. Alors, s'il y aura un accouchement d'un nouveau-né vivant, on va faire le groupage du nouveau-né rapidement. Si le groupage de ce nouveau-né il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de passage, donc il n'y a aucun risque de passage, il n'y a pas d'anticorps. Déjà, il n'y a pas d'antigène D, donc il n'y a aucun risque. Si le nouveau-né est positif, donc il est résus négatif, il est résus plus, donc il y a toujours possibilité de passage d'antigène D vers le sang maternel. Rapidement, il faut faire l'injection d'immunoglobulines anti-D pour qu'il n'y ait pas reconnaissance par le système immunitaire maternel d'antigène D. Et donc, il n'y aura pas de production d'anticorps anti-antigène D. Voilà. Alors, si vers le 5e mois de grossesse, la recherche d'amplitude irrégulière donc, est positive, donc on ne donne pas d'anti-D. Donc, on va prendre, parce que c'est trop tard, donc déjà, la maman, elle est sensibilisée, le système immunitaire de la maman est déjà sensibilisé, et il y a déjà eu une production d'anticorps anti-D. Et donc, c'est la prise en charge du nouveau-né. Donc, on demande un groupage rhésus, on fait un test de COMS direct, donc un taux de bilirubine, un taux d'hémoglobine, on prend en charge normalement l'enfant ictérique. Donc, dans cette situation-là, la prévention n'a pas lieu d'être, c'est déjà trop tard. Alors, maintenant, on est dans une deuxième situation, c'est les ictères à bilirubine directs, c'est-à-dire conjugués. Donc, c'est un défaut de conjugaison, ou un défaut plutôt d'excrétion ou de sécrétion de bilirubine. Donc, on va rechercher les signes de la cholestase. Donc, généralement, la recherche clinique, elle est facile. Donc, c'est un ictère, des urines foncées et des selles décolorées. Ça veut dire que la bilirubine n'est pas passée dans le type digestif. Donc, il y a un obstacle. Généralement, ça s'accompagne d'une hépatomégalie importante et d'un prurite. Sauf que chez le nouveau-né, il n'y a pas de prurite. Le prurite qui est dû à l'accumulation des sels biliaires sous la peau, au niveau de la peau, ça commence à se manifester à partir de 4 à 6 mois. Alors, sur le plan biologique, bien sûr, on va trouver donc une cholestase biologique. Ça veut dire qu'un taux de cholestérol élevé, une bilirubine conjuguée élevée, donc un lipidogramme qui est perturbé, donc les lipides sont augmentés, les phosphatases ont augmenté, les gamma, les 5 nucléotidases sont augmentés et les gamma-glutamyltransférases sont également augmentés. Alors, devant cette situation, donc une cholestase, ça veut dire un ictère à bilirubine direct ou conjugué, alors il y a des questions importantes à se poser. Donc, il faut apprécier ce qu'on appelle la perméabilité de la voie biliaire principale. Parce que devant une cholestase chez un nouveau-né, la première question que vous devez poser, donc que vous devez rechercher, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas d'une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques? Parce qu'une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques donc, nécessite une intervention dans les 4 à 6 premières semaines, rétablir la perméabilité de cette voie biliaire. Parce que, à défaut de ce rétablissement de perméabilité de voie biliaire, il va s'installer une fibrose hépatique. Par la suite, c'est la cirrhose hépatique. Par la suite, c'est l'insuffisance hépatocellulaire et c'est le décès. Vous voyez? Et pourtant, c'est très facile à chercher. Une question à poser, des signes à rechercher, une confirmation ou bien une infirmation. Dès qu'on a confirmé qu'il s'agit d'une voie biliaire, donc une atrésie des voies biliaires sympathiques, rapidement, le chirurgien, une fois opéré, le bébé va vivre normalement sa vie. À défaut de cela, vous êtes obligé de faire une transplantation ou bien donc une greffe 2 fois pour que l'enfant puisse vivre par la suite. Alors, comment on apprécie la voie biliaire et la perméabilité de la voie biliaire extra-hépatique, la voie biliaire principale donc?
Donc, c'est l'aspect des urines et des selles. On se demande, est-ce que la coloration des selles, est-ce que la décoloration des selles est permanente ou bien intermittente? Alors, comment on fait? Le nouveau-né étant sous lait, il n'y a pas un autre aliment que le lait chez un nouveau-né. Donc, exclusivement lacté, sur 3 jours, on va observer l'aspect des urines et des selles. C'est principalement des selles. Des urines complètement colorées. Et tout le temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de cholestase, devant des selles qui sont tout le temps bien colorées. Et sur 3 jours. Alors, si vous avez des selles, parfois elles sont blanches, blanc mastic, parfois elles sont colorées, ça veut dire que c'est une décoloration intermittente, par intermittence. Et là, ça vous oriente vers l'un ou l'autre type de cholestase, parce qu'il y a 2 types de cholestase. Les cholestases intrahépatiques, les cholestases extrahépatiques, c'est-à-dire les voies biliaires intrahépatiques ou bien la voie biliaire principale. Dans le défaut de perméabilité des voies biliaires principales, extrahépatiques, donc la décoloration, elle est tout le temps, donc permanente et complète. Toute la selle, elle est blanche et tous les jours. Dans l'atrésie des voies biliaires intrahépatiques ou bien dans les cholestases d'origine intrahépatique, vous pouvez avoir de temps à autre des selles un peu colorées. Et parfois, la selle, donc une partie est blanche et une partie qui est colorée. Donc, ça vous oriente vers l'atrésie ou bien les anomalies de la voie biliaire intrahépatique. Bien sûr, il y a les autres méthodes d'exploration et d'investigation. Vous avez l'échographie qui est l'élément important pour l'appréciation de la perméabilité des voies biliaires extrahépatiques. Dès les premiers jours, vous faites une échographie. Quand vous voyez quand même que la voie biliaire elle est dilatée, quand vous avez une vésicule biliaire qui est visible, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sur la voie biliaire extrahépatique ou bien la voie biliaire principale. On peut faire de la bili-IRM, donc l'IRM des voies biliaires, qui vous apprécie anatomiquement merveilleusement donc des voies biliaires intra-extra-hépatiques pour rechercher est-ce qu'il y a un obstacle ou pas. Et dans certaines situations, vous allez faire une PBF, la fonction de biopsie du foie, pour apprécier l'état des voies de biliaire intra-hépatiques. Et parfois, ça sert également pour le dosage enzymatique dans certaines situations. C'est un problème d'enzyme. Alors, après ce processus de recherche étiologique, alors les étiologies des bilirubines ou bien des cholestases, donc il y a donc ces cholestases glycylées, nous avons parfois les ictarabilirubines mixtes, donc bilirubine non conjuguée et bilirubine conjuguée. Donc les deux sont présentes. Alors, les causes, les étiologies de ces cholestases ou bien de ces ictarabilirubines mixtes, donc nous avons les hépatites infectieuses. Donc toutes les infections hépatiques peuvent entraîner une cholestase ou bien un ictarabilirubine mixte. Nous avons les hépatopathies, donc les anomalies héréditaires ou bien métaboliques du foie, telles que la galactosémie, qui est la plus fréquente, la fructosémie, le déficit en alpha-1 antitrypsine, la mucoviscidose et parfois également la tyrosinémie, qui peuvent vous entraîner, vous donner l'atteinte du foie. Nous avons la paucité des voies biliaires intrahépatiques, ce qu'on appelle le syndrome d'Alagille. Alors, ce syndrome, donc, il y a plusieurs symptômes. Qu'est-ce qu'il associe? Donc, c'est une cholestase. Donc, c'est un ictère. Plus, donc, un syndrome malformatif. Vous avez souvent un front bombé, un petit menton. On peut avoir une sténose pulmonaire. On peut avoir une malformation des vertèbres. C'est ce qu'on appelle les vertèbres en aile de papillon quand on fait une radiographie du rachis. Quand vous avez des vertèbres en aile de papillon, une sténose pulmonaire, donc une cholestase, donc vous êtes pratiquement sûr qu'il s'agit d'un syndrome d'Alagille. Alors nous avons également la maladie de Willer. La maladie de Willer, c'est une cholestase intrahépatique familiale
et qui évolue rapidement vers la cirrhose. Donc là, le seul traitement, c'est la greffe hépatique ou bien la transplantation du foie. Alors, pour les causes des ictères à bilirubine conjugués, nous avons l'atrésie des voies biliaires extra-hépatiques. Là, on avait dit tout à l'heure, la prise en charge chirurgicale s'impose dans les premières 6 semaines de vie. Si vous opérez à l'âge de 2 ou 3 mois, c'est perdu parce que la fibrose hépatique est déjà installée. Et la fibrose, elle va évoluer vers la cirrhose qui évolue pour son propre compte. Vous avez le kyste du cholédoque, les sténoses des voies biliaires, les lithiases biliaires et le syndrome de bile épaisse. Donc, ça constitue un obstacle sur l'écoulement de la bilirubine, donc de la bile, donc vers le milieu extrabiliaire, extrahépatique, et donc une retention de bile, retention des sels biliaires à l'intérieur du foie, ça entraîne bien sûr une cholestase. Alors, pour le traitement donc symptomatique donc, de ces cholestases-là, de ces ictères à bilirubine conjugués, nous avons la chirurgie pour toutes les causes donc des obstacles sur la voie biliaire, surtout la voie biliaire principale. Le kyste, la lithiase, le bouchon, l'atrésie, donc c'est la correction chirurgicale. Alors, vous savez très bien quand il y a une cholestase, ça veut dire un défaut de passage de la bile vers le tube digestif, il va y avoir une malabsorption de certaines vitamines. Ce sont ce qu'on appelle les vitamines liposolubles. Donc, nécessité de la bilirubine, l'un des rôles de cette bile, donc c'est l'absorption digestive de certaines vitamines liposolubles. Alors, ces vitamines liposolubles sont la vitamine K, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine A. Et donc, vous devez obligatoirement supplémenter en vitamine A. Pour diminuer un peu donc, le prurite qui est lié à l'accumulation des sels biliaires au niveau du sang, on peut donner ce qu'on appelle les médicaments cholérétiques qui favorisent donc l'élimination de cette bilirubine ou de cette bile. Donc, c'est le questran ou bien la cholestéramine. Et parfois, on donne également du gardénal. Donc, le gardénal, on avait vu dans la maladie de Crigler-Najjar, c'est un inducteur enzymatique. Donc, il va faciliter un peu la glucuroconjugaison. Donc, et en même temps, il est un peu cholérétique. Il diminue donc l'accumulation de bilirubine ou bien de bile dans les voies biliaires. Alors, certaines situations, il n'y a que le remplacement du foie du patient qui peut sauver la vie de l'enfant, malheureusement. Le cours est terminé. Je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, alors on est là pour vous répondre. Alors, comment on procède? Hein? Je vous en prie. J'espère que le cours a été assimilé. Et si vous m'avez suivi étape par étape, vous pouvez ne pas prendre votre cours. Déjà, il est ancré dans vos têtes. Et toutes les questions relatives à l'ictère, même les questions qui peuvent tomber lors du contrôle, elles sont contenues dans ce que je viens de faire. La maladie de Biller et comment l'infection entraîne un ictère. Voilà, je vais vous répondre facilement. Alors, dans les infections, donc le procédé de l'apparition des ictères dans les infections, vous savez que l'infection, elle peut être à l'origine d'une hyperhémolyse. Premièrement, c'est la fragilisation de l'hématie. Et deuxièmement, la diminution des fonctions du foie. Donc, ce n'est pas toutes les infections, ce sont notamment là où il y a un risque d'hémorragie, donc de collection d'hématomes, etc. Et aussi lorsqu'il y a des infections par Escherichia coli. Les infections urinaires, surtout par Escherichia coli, peuvent entraîner une hémolyse.
Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, il y a une similitude entre certains composants de l'Escherichia coli et les antigènes de l'hémacide qui sont portés dans les hématies. Et c'est cette similitude-là, quand il y a production d'anticorps anti-Escherichia coli, ces anticorps vont être dirigés vers les antigènes qui sont portés par les hématies et entraîner une hémolyse. C'est ce que l'explication que les scientifiques nous donnent. Alors, l'autre question, la maladie de Biller. La maladie de Miller, c'est également un problème au niveau du foie, au niveau des hépatocytes. Et donc, c'est une maladie qui est génétique, hein, ce qu'on appelle la cirrhose familiale, à progression rapide. Cirrhose familiale à progression rapide, ça veut dire rapidement il va y avoir l'apparition de cirrhose. Et c'est dû à des anomalies génétiques, donc, dans l'expression de certains gènes au niveau des voies biliaires qui font qu'il y ait apparition de cette cirrhose rapidement. C'est ça la maladie de Guillain. Le seul traitement dans la maladie de Guillain, malheureusement, c'est la transplantation du foie, et rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, voilà. L'infection hélictaire. La question du premier signe clinique à la mort chercher chez un enfant, race noire, est difficile à observer. Je vous réponds. Vous savez très bien, justement, l'ictère est parfois très difficile à apprécier chez les enfants de coloration foncée, d'accord, d'origine africaine principalement. Et c'est pourquoi on va utiliser donc le Billy Check ou bien beaucoup plus donc le dosage sérique, le dosage sanguin du taux de bilirubine dès qu'il y a un facteur de risque, un prématuré, un petit poids de naissance, nouveau-né dont les antécédents sont l'incompatibilité, etc. Donc, on fait rapidement un dosage de la bilirubine parce que l'ictère est difficile à apprécier dans une peau. Mais on le recherche quand même au niveau des pommes, des plantes et des muqueuses, pas au niveau de la peau. Alors, le poids de naissance pour voir les petits poids de naissance. Donc, tous les petits poids de naissance donc, sont à risque d'apparition des nictarabilirubines en conjugué et aussi dans les cholestases. Dans les cholestases, donc les cholestases, surtout dans l'atrésie des voies biliaires extra-hépatiques, le poids de l'enfant est normal. Quand il naissent à un poids normal. Les hématomes, comment on prenne un ictère? Dans l'hématome, ça veut dire que c'est une collection de sang. Ce sang va être bien sûr décomposé en M et en globine. Donc, d'accord, l'hémoglobine M et globine. La globine, elle va être récupérée. L'M, il va être scindé. Donc, en bilirubine, biliverdine réductase. Donc, bilirubine en conjugué, puis bilirubine conjuguée. Vous voyez? Donc, la décomposition du sang dans ces hématomes-là, dans ces collections, par la suite, va être résorbée. Cette bilirubine va être résorbée et augmenter le taux de bilirubine sérique. Alors, qu'est-ce qu'il y a également à la question? Voilà. Comment l'infection est un facteur de risque? Ça y est. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à nous poser? Voilà, je crois qu'on vient de répondre aux principales questions et interrogations. Donc, j'espère que le cours a été bien assimilé et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. On fera les détresses respiratoires. Bon courage.